On est là sur la carte vitale. La carte vitale. Que pensez-vous des Français? Des victimes, que des victimes. Le Pen à la paillade. 35 000 habitants, 35 000 arabes. Cette affiche n'a rien à faire ici. Chez toi. On envahit la France ce soir. Tournez votre tête. Tournez la tête. Vous allez tous les prisons. Baise la France, baise la France. Avancez, avancez, por favor. Après-guerre, l'Office national d'immigration avait été créé pour organiser la venue des 2 ou 3 millions d'étrangers dont on avait besoin. Il a vite été débordé par l'afflux d'immigrés sans papier qui ne venaient pas d'Afrique ou d'Asie, mais d'Europe. Quant à la France, elle recense de son côté 570 000 Italiens, soit 1,2% de sa population totale. Aux Italiens succéderont les Portugais, les Espagnols, les Grecs, les Yougoslaves et les Turcs. La grande vague d'immigration des années 60, ce sont les Portugais. Ils sont 20 000 en 59, 800 000 en 72. La plus importante communauté immigrée en France. Véritablement des taudis. Pas de lumière, pas de ramassage de poubelles. C'était une horreur, une horreur. Dans les années 60, de nombreux immigrés portugais constituèrent le bidonville de Champigny-sur-Marne. Ce bidonville fut le plus grand de la région parisienne. Devenu la plaque tournante de l'immigration portugaise en France et en Europe, il abrita jusqu'à 14 000 personnes. Il faut savoir que c'est la possibilité pour près de 4 millions de personnes ayant leur titre de séjour et de travail en conformité avec nos lois, de vivre comme des Français, avec les mêmes droits au travail, à la protection sociale, au logement, à l'éducation. On est à Champigny-sur-Marne. C'est là qu'il y avait le célèbre bidonville où habitaient 14 000 personnes. Et c'est là, moi-même, j'ai vu un autre monde. On avait prévu de les faire travailler, mais on n'avait pas prévu de les loger. Et le logement, on leur disait tout simplement qu'il y avait un terrain vague à côté et qu'ils se débrouillent, qu'ils fassent exactement ce qu'ils pouvaient faire avec des matériaux comme ils pouvaient. Ils n'avaient que de la terre devant eux. Il y avait de la paille par terre, c'était même la terre, il y avait de la paille. Il y avait 4 matelas. Alors 5 personnes qui logeaient là, qui occupaient la totalité du local, alors sans chauffage, avec une petite coupure d'électricité, c'est tout, sans eau, sans rien. Ils n'avaient pas de chaise, ils n'avaient rien de tout ça. La seule possibilité qu'ils avaient, c'était de s'asseoir par terre. Évidemment, il y avait aussi des exploiteurs. Il y avait un Portugais qui venait de Lisbonne en avion percevoir l'argent de 100 baraques qu'il possédait. Véritablement des taudis. Pas de lumière, pas de ramassage de poubelles. C'était une horreur, une horreur. Ces pauvres gens, non seulement ils souffraient, mais ils étaient détestés. Ils étaient éloignés de leur famille, qui ne pouvaient absolument pas faire venir ici. D'ailleurs, dès qu'on a eu les premiers logements, les familles sont arrivées. Au logement, à l'éducation, sans tolérer aucune forme de racisme. Le respect à la différence, c'est la possibilité d'exercer cette égalité des droits en préservant son identité culturelle, sa manière de vivre et ses traditions. Et c'est pour ça, ce sont des gens qui sont, pour beaucoup d'entre eux, restés ici. Ils sont des Campinois, comme moi, comme tout le monde. C'est une injustice profonde, quoi. C'était pas possible d'avoir des choses pareilles. Et des gens surexploités comme ils l'étaient en plus. La seconde capitale du Portugal, comprenez? Pourquoi? Parce que les Portugais qui ne pouvaient pas se nourrir sur quelques mètres carrés dans le nord du Portugal, et beaucoup de jeunes qui étaient menacés d'aller à la guerre en Angola, venaient se réfugier ici dans le bidonville. Parce que aussi, la France avait besoin de travailleurs après la guerre. Une qualité fondamentale pour moi, employeur, qui a toute ma sympathie, c'est que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler. Par contre, ils ne parlent pas notre langue, ils ne sont pas tellement qualifiés, et puis ils viennent avec une idée en tête, c'est d'amasser un pécule et de nous quitter quand ils auront un pécule suffisant.
Mais en fait, très peu repartiront. Et les gens savaient donc que c'était forcément dans ce terrain-là. Les petites baraques, ça poussait comme des champignons, c'était incroyable. Alors ça nous a vraiment outrés parce qu'on a dit c'est pas possible, c'est pas digne de la France que d'avoir des êtres humains dans des conditions pareilles. Et nous avons redoublé de protestations, nous avons exigé que ces gens soient relogés, etc., etc. L'action de la municipalité a été constante, quoi. Dans le cadre d'une société pluraliste comme l'est la société française, l'égalité ne signifie pas en effet l'uniformité, et la France qui est en train de s'organiser est celle de la variété multicolore des formes de vie, des choix d'organisation de sa vie personnelle, et non celle de la grisaille, de l'obligation et de l'uniformité. Ces 2000 lettres ont été écrites par des Espagnols qui avaient trouvé refuge dans le Calvados. En 1939, la guerre civile sombre dans le chaos, la République agonise, les troupes de Franco avancent inexorablement. En 3 semaines, 500 000 Espagnols se pressent à la frontière française. C'est la peur qui fait maintenant. On est parti en courant, une couverture, 2 ou 3 bricoles, et puis après on s'est tapé 23 jours à pied. On ne voyait pas d'autre solution, hein. C'était partir le plus loin possible. Valéry Giscard d'Estaing nomme un secrétaire d'État aux immigrés, André Postel-Vinet. Il fait voter par l'Assemblée la fermeture des frontières, mais très vite démissionne devant l'absence d'une réelle politique sociale en faveur des immigrés. Lorsqu'une entreprise, par exemple, estimait avoir besoin de 1000 Turcs, eh bien, elle demandait l'introduction en France de 1000 Turcs, et elle obtenait généralement satisfaction, et les 1000 Turcs lui étaient livrés à l'entrée de l'usine, moyennant une redevance à payer à l'office d'immigration qui s'élevait à 250 francs par Turc. Mais aucune mesure d'accueil, aucune politique globale. En mars 1977, Lionel Stoléru arrive au gouvernement, sa solution, l'aide au retour. Le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Nous menons une politique pour accompagner la diminution de la main-d'œuvre étrangère en France, parce que tout nous montre autour de nous, le bon sens dans la vie quotidienne, que par rapport aux 15 années de croissance rapide du passé, nous changeons d'époque et il y aura probablement dans les 15 années qui viennent une diminution régulière de la main-d'œuvre étrangère en France. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. On propose aux travailleurs immigrés 10 000 francs pour partir. On interdit aux femmes et aux enfants d'immigrés de travailler. 1980, la loi Bonnet permet de les expulser s'ils troublent l'ordre public ou s'ils sont en situation irrégulière. Mais en 1981, changement de cap. 130 000 travailleurs clandestins voient leur situation régularisée, l'aide au retour est supprimée et le regroupement familial à nouveau favorisé. Fin 83, à l'heure où les jeunes beurs manifestent contre le racisme, le Front National commence à marquer des points. Et pour faire la meilleure tarte aux pommes du monde, il faut le goût unique du beurre président. Le gouvernement favorise l'intégration des immigrés de longue date. Il crée la carte de résident de 10 ans, mais combat l'immigration clandestine. La population immigrée en période de crise économique est porteuse d'un risque grave qu'il ne faut pas se dissimuler. Là, on commence en effet à stigmatiser des populations qui pourraient en effet non seulement être bruyantes, mais faire une cuisine particulièrement odorante et peut-être malodorante. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Loi Pasqua, conditions draconiennes pour l'entrée et le séjour des immigrés. Un mois plus tard, on en renvoie. Les clandestins partent charter entier dans leur pays. En juillet 89, la loi Jox abolit la loi Pasqua dans sa plus grande partie. Les frontières restent fermées à toute immigration nouvelle. Pour l'actuel ministre de l'Intérieur, la priorité est désormais à l'intégration. L'affaire des foulards a montré l'urgence d'une véritable politique dans un pays qui compte plus de 4 millions de travailleurs immigrés. Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial.
nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial. Ah, la chasse au pipeau! Il faut bien savoir que le regroupement familial, c'était en 1976 le chef de gouvernement de l'époque, qui s'appelait Jacques Chirac, qui l'avait instauré. Il a rendu l'immigration visible en France, parce qu'on a vu les femmes dans les commerces, on a vu les enfants dans l'école, et pas simplement les hommes qui allaient à l'usine. Et là, on a l'impression qu'en une vingtaine d'années, il a beaucoup évolué. Pourquoi? Eh bien parce que, entre-temps, il y a eu la percée politique du Front National. Monsieur Chirac a précisé ses propos. Il a souligné qu'il fallait sortir de la langue de bois habituelle au sujet des immigrés et que Monsieur Le Pen n'avait pas le monopole de ces thèmes. Jean-Marie Le Pen a énormément politisé le débat de l'immigration. Là, c'est un Jacques Chirac qui fait de la copie. Président. 30 minutes de discours en forme de programme sur l'immigration. Parmi les propositions de Nicolas Sarkozy, une priorité... De la copie, puisque le lendemain, Jean-Marie Le Pen dit, c'est une phrase qui ensuite aura un succès fou. Je crois que les électeurs préféreront toujours l'original à la copie. Et là, on voit que, au fond, Jacques Chirac, qui était un homme pourtant subtil, un vrai humaniste, toute sa carrière le montre, eh bien oui, un soir, à Orléans, après quelques bières, ben voilà, cède à la xénophobie. En cela, hélas, il est un homme ordinaire. Parmi les propositions de Nicolas Sarkozy, une priorité, renégocier les accords de Schengen. Pour faire face à l'afflux de réfugiés, il propose la création de centres de rétention en dehors de cet espace de libre circulation. Si quelqu'un prend les risques pour sa vie et celle de sa famille de traverser la Méditerranée, comment voulez-vous qu'il prenne les mêmes risques pour revenir? Il faut donc instruire les dossiers avant que la Méditerranée ne soit franchie. Amorcé après la Seconde Guerre mondiale. Avec l'indépendance de ces pays, ce sont notamment 230 000 Néerlandais qui arrivent d'Indonésie, auxquels s'ajoutent 13 000 personnes originaires de l'île d'Ambon, 383 000 Belges qui quittent l'actuel RDC, le Rwanda et le Burundi, et près de 1 million de Français d'Algérie qui arrivent en métropole, auxquels s'ajoutent près de 40 000 harkis, ces soldats algériens ayant lutté aux côtés de l'armée française. Je ne vois pas au nom de quoi la collectivité nationale serait obligée de considérer qu'il s'agit d'un Français pour éviter les drames que nous avons connus. Ces centres de rétention dans ces pays leur permettront d'organiser le chaos. Autre proposition forte, faire évoluer le droit du sol en France. Exemple. Cet enfant né de parents étrangers, en France, a une présomption de nationalité chez Roger. Mais si, entre-temps, il est convaincu d'une activité terrorisme, ou d'un passé de jeune délinquant déjà bien accrédité. Évoquer donc l'histoire de l'immigration, c'est convoquer l'histoire de France. C'est l'histoire. C'est notre histoire. Pour décourager les migrants, Nicolas Sarkozy veut conditionner les prestations sociales à une durée de 5 ans de résidence sur le territoire français. Il souhaite également remplacer l'aide médicale d'État par une aide d'urgence. Des propositions de candidats en campagne pour la primaire. Pour mieux entériner ces idées, le bureau politique, mais aussi les militants sont appelés à voter pour ou contre ces 12 mesures. La consultation est lancée ce soir jusqu'à vendredi 18h. Et pourtant, jusqu'à récemment, l'immigration n'apparaissait que faiblement dans les manuels scolaires. Elle n'était guère présentée comme une chance pour notre récit national. Ce sont toujours les mêmes préjugés, les mêmes suspicions qui sont invariablement colportées. Affaire de tournante en banlieue parisienne. Et tous les noms avaient été changés. Et c'était tous des Alain, des Frédéric, des Marcel, des Maurice. En réalité, c'était des Mohamed, des Ahmed. On va tuer la France! C'est à nous! Mais le fait nouveau, et nous devons le regarder en face, c'est la pénétration de ces thèses dans un contexte de crise qui paraît interminable et d'une mondialisation qui est elle-même insaisissable. Est-ce que la France sera encore la France? Est-ce qu'elle sera en mesure d'intégrer, d'absorber, d'assimiler, de prendre le meilleur et d'éviter le pire? Des élèves ont refusé d'avoir cours, au motif que le mobilier rouge était interdit par le Coran, d'enfants qui refusent de dessiner des représentations humaines, de certains qui se bouchent les oreilles quand le professeur passe de la musique, ou de jeunes garçons qui n'acceptent pas de donner la main à une petite fille. Bonjour monsieur. Alors moi c'est pas monsieur, c'est madame. T'as l'air tout
tout intimidée. Vous êtes un monsieur. Non. Si. C'est cette question qui taraude beaucoup de nos compatriotes. C'est la peur aussi, sciemment installée, d'une religion, l'islam, qui, de façon inacceptable, est présentée par certains comme incompatible avec la République, alors que la République a toujours respecté les religions. Non. Si. À mon avis, le président n'a pas été à la hauteur du tout de l'enjeu à la fois stratégique de l'immigration. Il n'a donné aucune visibilité sur qu'est-ce qu'on va faire des flux migratoires qui viennent du Sud. Maintenant, je veux répondre à la sécurité. Qui attend? Et absolument. Question, donc, je disais immigration. C'est la mère de toutes les batailles. C'est pour ça que nous avons une délinquance aussi explosive. C'est à cause de l'immigration. Donc, si on arrête l'immigration, avec une immigration zéro, il n'y aura plus de délinquance. il y aura quasiment plus, oui. Ah, ça, j'en suis sûr. Je veux d'abord vous exprimer les remerciements et la reconnaissance de nos concitoyens, de Calais et d'ailleurs, pour le travail que vous effectuez jour après jour, nuit après nuit. Travail remarquable mais peu connu, parfois décrié, souvent caricaturé. Les approximations sur votre action à Calais, parfois les mensonges, souvent les manipulations, ne visent au final qu'un seul but: mettre à mal la politique mise en œuvre par le gouvernement. Bon. Deuxièmement. C'est-à-dire qu'il y a que des immigrés qui sont délinquants dans ce pays ? Oui. En tout cas, des immigrés ou des enfants d'immigrés. Il faut donc faire œuvre de pédagogie, décrire méthodiquement, je le ferai dans le détail, vos missions et dans quelles conditions vous les effectuez. Mais je veux le dire ici très clairement. La France est une république. Il y a un président de la République. Il y a un Premier ministre qui conduit l'action du gouvernement et un ministre en charge de l'Intérieur. Il a auprès de lui des préfets. La politique, elle est une. Elle est expliquée, le gouvernement en est responsable devant le Parlement et il en répond chaque jour où il est interrogé. Et dans la République, les fonctionnaires appliquent la politique du gouvernement. Deuxièmement. C'est-à-dire qu'il y a que des immigrés qui sont délinquants dans ce pays ? Oui. En tout cas, des immigrés ou des enfants d'immigrés. Donc ils sont français. Alors justement, on va traiter ça. Laissez-moi finir. Deuxième question. Donc je supprime le regroupement familial. Le droit d'asile ne sera plus qu'une poignée de gens qui seront, et pas 130 000 comme aujourd'hui. Les étudiants, pareil. Toutes les sources d'immigration, je les taris. D'accord ? Je supprime l'AME, je supprime les prestations sociales non contributives aux étrangers, je supprime le droit du sol, c'est-à-dire qu'on ne sera plus français parce qu'on est né en France. Et c'est le cas chaque jour. Alors que ceux qui ont quelque chose à reprocher au gouvernement s'attaquent à sa politique, mais qu'ils ne s'attaquent pas à ses fonctionnaires, qu'ils ne disent pas des contre-vérités sur ses fonctionnaires. Et je m'étonne que des commentateurs, que des dirigeants d'organisations diverses et variées, qui parfois d'ailleurs ont à s'exprimer sur la fonction publique ou ont à représenter des fonctionnaires. Français parce qu'on est né en France, de parents étrangers, évidemment qu'on est né de parents français. Bon. Voilà, ça c'est les grandes mesures pour arrêter l'immigration. J'expulse les chômeurs étrangers de plus de 6 mois et nous arrivons à la sécurité. Pourquoi il y a autant de délinquance? Aussi, c'est à cause du laxisme judiciaire. Je suis arbitre. Non, mais que vous le vouliez ou non, vous avez une tête d'arabe. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe. Vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Vous avez une tête d'arabe. Physiquement, votre origine est trahie. Se permettent d'écrire ce qu'ils ont pu écrire sur le quotidien de notre fonction publique. Dans la République française, les fonctionnaires, quels qu'ils soient, ne se comportent pas tel qu'ils le disent. L'immigration représente en France 19 millions de personnes. Cela ne veut rien dire. Dans un tweet datant de la semaine dernière, Éric Zemmour s'alarme que l'immigration en France représente 19 millions de personnes pour un pays de 68 millions d'habitants. C'est colossal. Pour arriver à ce total, l'ex-candidat d'extrême droite s'appuie sur une étude de l'INSEE et additionne les personnes immigrées vivant en France, soit 7 millions, les 7,3 millions de descendants d'immigrés, c'est-à-dire les personnes ayant au moins un parent immigré,
mais aussi les 4,8 millions de personnes ayant un grand-parent immigré. Cette vision traduit l'obsession identitaire de Zemmour, pour qui il suffit d'avoir un ascendant immigré, même lointain, pour être considéré comme un représentant de l'immigration. L'immigration augmente partout en France. Près de 7 millions d'immigrés sont recensés officiellement en France selon les derniers chiffres de l'INSEE qui vont jusqu'en 2021. Ce qui représente plus de 10% de la population française, une proportion qui était de moins de 7% en 1968. Pour rappel, un immigré est une personne née à l'étranger et qui réside en France, qu'elle ait acquis la nationalité française ou non. Sur les 7 millions, ils sont 2,5 millions d'entre eux à avoir acquis la nationalité française. Et l'INSEE va encore plus loin dans le recensement. Sur 3 générations, plus d'un tiers de la population française a un lien avec l'immigration quand on prend en compte les descendants d'immigrés, ce qui représente plus de 19 millions de personnes. La part de personnes vivant en France ayant au moins un parent né à l'étranger est l'une des plus élevées parmi les pays européens, compte tenu de l'ancienneté de son histoire migratoire. Il est d'autant plus curieux de mêler ces catégories en une seule que l'objet de l'étude de l'INSEE est précisément de montrer que la situation des descendants d'immigrés en France est souvent plus favorable que celle des immigrés, par exemple sur les questions de l'emploi ou du niveau de vie. Voilà, et au fur et à mesure que l'immigration augmente pour satisfaire les besoins des industries et du bâtiment, se met en place une rhétorique anti-immigrée déjà un peu présente avant-guerre. Le choc pétrolier de 1973 et la crise économique qui s'ensuit vont fournir un argument clé aux responsables politiques pour pousser à un durcissement des politiques migratoires. En 1974, l'Allemagne, la Belgique et la France annoncent fermer leurs portes et ne plus accepter de nouveaux migrants. Dans les faits, bien sûr, de nombreuses dérogations vont être accordées, mais l'idée d'une menace migratoire, notamment sur l'emploi, va s'installer durablement. Ce fantasme d'une vague migratoire déferlant vers l'Union européenne, alors que les immigrés ne représentent que 6% en moyenne de la population des pays membres en 1990, va s'accompagner de nombreuses mesures pour freiner les flux migratoires. Des mesures nationales puis européennes seront prises après la constitution de l'espace Schengen. J'ai aussi beaucoup de respect pour tous les députés de la majorité qui ont voté une loi et au fond un bouclier qui nous manquait. Il assume par ailleurs un texte imparfait. Je ne vais pas vous dire que je saute au plafond, que je les trouve formidables, ces choses. Il y a des choses qui derrière. Par exemple la caution demandée honnêtement aux étudiants étrangers, je pense que ce n'est pas une bonne idée. En revanche, pas question d'accorder une victoire idéologique au Rassemblement national. C'est une manœuvre de garçon de bain du Rassemblement national, de garçon de bain. Donc c'est une défaite du Rassemblement national. Mais bien sûr que c'est une défaite du Rassemblement national. Un message enfin aux critiques qui le visent et à ses prédécesseurs. Qui vont aller à l'encontre de l'immigration. Par exemple, il y a un texte qui a pour but d'instaurer des quotas d'immigration. Un autre qui va rendre plus difficile le regroupement familial et ainsi de suite. Mais il y a d'autres textes, par exemple, il y a un texte extrêmement généreux, si on fait un benchmark par rapport au monde occidental, il y a un texte qui dit que si on vit illégalement en France pendant au moins 3 ans, donc déjà, il faut transgresser une première loi sur le séjour. Deuxièmement, si on travaille illégalement, donc il faut transgresser encore une deuxième loi. Vous savez, à cette vitesse-là, un jour on dira, oui, mais il faut en plus se faire arrêter ou passer une nuit en garde à vue ou être condamné à au moins 3 mois avec sursis ou un truc comme ça. Je suis sûr que à cette vitesse, parce que justement, plus on viole de loi, plus ça ouvre de droits. Donc forcément, à terme, on ira dans cette direction. Je pense que toutes les bonnes âmes qui m'expliquent que c'est pas bien ce que vous faites, ce sont tous les gens qui ont gouverné le pays pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Et qui ont fait quoi? Ils ont réglé le problème de chômage de masse. Ils ont réglé le problème de désindustrialisation du pays. Ils ont réglé les sujets d'intégration. Ils ont réglé les problèmes d'immigration et d'insécurité. Non. Non. Mais ce que je cherche à dire, c'est que si on fait un benchmark par rapport aux pays occidentaux, c'est quelque chose de très généreux. Comparé aux États-Unis, à l'Australie, au Royaume-Uni, tout ça, où c'est soit impossible de se faire régulariser après un séjour illégal, soit on peut se faire régulariser, mais alors il faut passer 20 ans. Alors que en France, 3 ans, honnêtement, je vais vous dire un truc. Des gens qui veulent venir habiter en France légalement doivent faire des démarches. Ces démarches sont compliquées. Ils doivent faire des démarches dans leur propre pays, et puis des fois en synchronisation avec la France. Donc ils doivent
ramener des papiers, des fois les traduire, les légaliser, aller au ministère, sortir un original de diplôme, mettre un tampon pour qu'il soit valable à l'étranger, tout ça. Il y a beaucoup de paperasse. Il y a des gens, ils passent facilement 1 an, 2 ans, voire même plus, pour établir et construire un dossier d'immigration légale. Non-renouvellement de titres de séjour, élargissement de l'obligation de visa pour un grand nombre de ressortissants étrangers, diminution du taux d'octroi du statut de réfugié, renforcement des contrôles d'identité et détention administrative dans des camps, expulsion avec signature d'accords multilatéraux avec les pays d'origine de certains migrants. En 2004, l'Union européenne se dote aussi de l'agence Frontex pour assurer la sécurité de ses frontières extérieures. L'agence assure une mission de surveillance, d'analyse, mais aussi de répression avec des agents sur le terrain, des navires et des avions, tous détachés des États membres. Et pour renforcer un peu plus encore l'étanchéité de ses frontières, l'Union va même mettre en place des accords avec des pays voisins, comme l'Ukraine, la Géorgie ou la Moldavie, ou encore avec la Turquie et le Maroc, pour servir de ce qu'on appelle de zone tampon et retenir sur leur sol des candidats à l'immigration en Europe. Alors que quelqu'un qui juste rentre en France illégalement, il vit illégalement pendant 3 ans, ça lui ouvre le droit à la régularisation. Donc vous remarquez que par rapport, si on se met sur une logique market, on se met seulement sur une logique de marché et de retour sur investissement, on constate que le retour sur investissement de quelqu'un qui vit dans l'illégalité est tellement élevé que c'est vraiment un encouragement pour d'autres personnes qui vont se dire, franchement, au lieu de me casser la tête 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi pour faire un bon dossier et immigrer légalement, je n'ai qu'à immigrer illégalement, puis dans 3 ans, de toute façon, j'accéderai à la régularisation par le biais du préfet. Je n'ai qu'à choisir une préfecture un petit peu coulante sur le sujet, et puis ça marchera très bien. Vous voyez ce que je veux dire? On va encourager les gens à suivre des voies illégales. Toujours est-il que... On nous dit souvent d'écouter les gens qui sont pas d'accord avec nous. Du coup, on va écouter les arguments d'une militante d'extrême droite pour voir un peu. On sait jamais. Le vivre ensemble, ça ne marche pas. Et donc, ces personnes, il faut qu'elles rentrent chez elles. Quelle personne? Puisque aujourd'hui, c'est impossible de cohabiter ensemble. Ils ne veulent pas vivre avec la population française. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas ou tu ne veux pas? Des gens comme moi, on rentre où? Parce que moi, je suis française. Oui, bonne question. Vous avez sûrement des origines. Oui, mais c'est pas chez moi c'est la France. Dans ces cas-là, si ça vous pose problème de vivre dans une France qui est fière d'elle-même, fière de son passé, qui affirme son identité, si ça vous dérange pas, dans ces cas-là, pas de problème. Donc si vous êtes non-blanc, vous rentrez chez vous, on sait pas où c'est chez vous, mais en tout cas vous dégagez, et puis sinon vous pouvez rester que si vous êtes d'accord d'être dans un pays où on veut pas trop de vous, là c'est bon. Et vous avez cette exigence aussi pour les Français blancs? Mais les Français, ils sont chez eux. Ah oui, Français égale blanc. Ah oui, d'accord. Et ben voilà, on a écouté les arguments de quelqu'un pas d'accord avec nous. Ça t'a apporté un truc, toi? Non. Et toi? Non plus. Parmi ces postulants à l'entrée dans l'Union européenne, on trouve de nombreux ressortissants de pays en proie aux nombreuses crises politiques et guerres civiles qui secouent la planète, le long d'un arc qui va de la Mauritanie à l'Inde. Dans les faits, le nombre de réfugiés et demandeurs d'asile enregistrés au sein des pays de l'Union européenne a bien augmenté ces dernières années. On est passé de 235 000 demandes d'asile politique en 2010 à 608 000 en 2018, après un pic à 1 282 000 en 2015, dû aux conflits simultanés en Irak, en Syrie, en Libye et en Érythrée. Sur ces demandes d'asile, on est passé de 98 000 réponses positives en 2010 à 308 000 en 2018, un pourcentage sensiblement équivalent sur les 10 ans. En même temps, il faut avoir conscience qu'au regard des 513,5 millions d'habitants de l'Union européenne, les 3,6 millions de réfugiés, demandeurs d'asile et apatrides qui sont présents sur le sol européen et sont souvent montrés du doigt ne représentent que 0,6% de la population européenne. C'est bien peu, comparé aux 3,1 millions présents en Turquie, qui représentent presque 4% de sa population. Cette France-là est continuellement insultée dans les médias. Un jour raciste, l'autre jour complotiste. Elle est harcelée d'impôts mais oubliée par l'État, qui préfère arroser d'argent public les banlieues ou les associations d'aide aux migrants. L'immigration massive joue aujourd'hui un rôle bien triste.
celui du bouc émissaire. Il détourne l'attention des véritables profiteurs d'un système de caste qui détrousse les Français de leur temps, de leur argent et de leur sécurité. Cette immigration est nocive à tous les étages et beaucoup de Français et descendants d'immigrés s'en rendent compte. Alors qu'Erdogan fait du chantage à l'Europe en menaçant d'ouvrir les vannes de l'immigration, des idiots utiles mettent tout en œuvre pour stimuler une immigration déjà meurtrière en mer Méditerranée. Mes amis, réveillons-nous. Enfin, précisons qu'on ne quitte pas toujours son pays pour le fuir et demander l'asile. Les réfugiés, dont on parle beaucoup, ne sont qu'une des composantes de ceux qui migrent vers l'Europe, parfois pour les études ou le travail et à la demande de certains pays d'accueil. Considérés dans leur ensemble, ces immigrés sont au nombre de 35 millions qui, si on les ramène aux 513,5 millions d'Européens, représentent un peu moins de 7% de la population de l'Union. Sur ces 35 millions d'immigrés, 23 millions sont issus d'un pays non européen, soit moins de 5% de la population. Les pays européens qui accueillent le plus de résidents non européens en pourcentage de population ne sont d'ailleurs pas nécessairement ceux auxquels on pense. Ainsi, c'est la Lettonie qui se classe en tête avec 13,8% de sa population d'immigrés extra-européens, majoritairement russes. L'Allemagne arrive en 5e position avec 6,6%, la France en 13e position seulement avec moins de 5%. Cette situation n'est plus tenable. La France n'a pas vocation à accueillir toute la misère du monde. L'immigration extra-européenne vers l'Union est donc minoritaire, notamment pour celles venues d'Afrique subsaharienne. Rappelons d'ailleurs qu'en Afrique, les flux migratoires s'effectuent à 80% à l'intérieur du continent. Et ça ne passera que par l'arrêt immédiat de l'immigration massive. En juin 2020, la Commission européenne présidée par Ursula von der Leyen a publié un état des lieux du déclin et du vieillissement enregistré depuis 30 ans par la population des pays de l'Est, Allemagne notamment, ainsi que par celle de l'Italie, de la Grèce et de l'Espagne. Une évolution démographique aux lourdes conséquences économiques, sociales et politiques et qui pourrait amener les Européens à considérer différemment la question de leur politique migratoire. Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une Vivre Allemande. Je suis allemande et je vis en France. Et sur ma chaîne, je parle de la langue et culture française et allemande, en français et en allemand. Alors si ça vous intéresse, abonnez-vous à ma chaîne et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Et aujourd'hui, on va parler des choses qui m'énervent en France, que je n'aime pas en France, que je déteste en France. En France, je suis née à Nancy, donc Nancy c'est à côté de l'Allemagne, et je n'aime pas la France. Je le dis normal. Et pourquoi je l'aime pas? Bah déjà avec tout ce qui se passe. Ensuite, c'est pas une terre musulmane. T'as vu, moi j'aimerais me réveiller et j'entends la den. Et ça. Alors, avant que je commence, juste pour vous rassurer, en fait, j'adore la France. Je vis pas ici pour rien. Il y a une bonne raison pour moi de vivre ici. Il y a même plusieurs raisons pour moi de vivre ici. J'ai même fait plusieurs vidéos sur les choses que j'adore en France. Il y a quelques jours, les propos de Marine Le Pen, ces musulmans fidèles de la mosquée de la rue Mira, préféraient laisser couler, laisser braire, comme il disait. Alors, si vous voulez, vous pouvez aller regarder la vidéo 5 choses que j'aime bien en France. Et comme ça, vous voyez que je suis vraiment pas là pour vous dire que je déteste votre pays ou je déteste la France. C'est pas du tout le cas. J'adore la France, j'adore la langue française. Et voilà. Je vais rester ici peut-être pendant plusieurs années, peut-être toute ma vie, qui sait. Frérot, si tu vas bien, moi je vais bien. T'es africain? Ouais, c'est ça, ouais. T'es de quelle origine? Marocain. T'es marocain. Imagine demain la France rentre en guerre. Ouais. Et ça devient au sol. Est-ce que tu prends les armes, tu défends ou tu retournes au Maroc? Mais lorsque Jean-Marie Le Pen en remet une couche, ici, on a du mal à laisser passer. On ne provoque pas en faisant la prière dehors à moins 6 degrés. Elle ne connaît que dalle, ni du 18e, ni de la France profonde. La Goutte d'Or, 18e arrondissement de Paris, la mosquée de la rue Mira est bondée. Mais franchement, je peux pas défendre ce pays-là. J'ai fait du placard. Tout ce qui est amer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je défendrai pas la France. La France, il rentre en guerre à une nation européenne. Bien sûr. Et moi, je prends l'armée, je vais défendre quoi? Bah, tu vas défendre le sol où tu vis. Tu vis ici ou pas? Je vis en France, mais je défends pas le sol français. Pourquoi je défends? Plus de place à l'intérieur. Résultat ici, chaque vendredi à l'heure de la prière, la rue est totalement bloquée. Impossible de passer. Une situation gênante pour tout le monde, y compris pour les fidèles de la mosquée. Mais bien sûr, comme dans tous les pays, il y a des choses qui m'énervent.
que je déteste. Et croyez-moi, il y a des choses comme ça en Allemagne aussi. Il y a plein de choses que je déteste en Allemagne. Et je voulais pas vous cacher les choses négatives de la France, hein, parce que je veux pas vous dire que tout est parfait ici, c'est pas vrai. Et je pense que certaines des choses dont on va parler, c'est des choses qui, en fait, qui sont pas très agréables pour les Français non plus. Alors je pense qu'on va être d'accord que c'est des choses qui sont un peu chiants, un peu nulles en France. Et on va tout de suite commencer avec la première chose qui m'énerve en France, c'est le service client. Déjà, en France, il y a beaucoup de numéros qui sont payants, même des numéros comme la CAF, par exemple, des numéros des institutions publiques. Et je me dis, mais c'est quand même, c'est pas une entreprise. Pourquoi c'est possible de demander de l'argent pour les appeler? Et à un moment donné, ça raccroche sans aucune explication. Ou même parfois ça m'arrive qu'ils vous disent, en fait, ils disent « Désolé, mais là il n'y a aucun conseiller disponible, alors appelez plus tard, au revoir ». Et parfois les gens ils se sentent pas vraiment obligés de vous aider. Alors classique, l'histoire classique c'est que j'appelle quelque part, je pose ma question et la personne va me dire « C'est pas ma responsabilité ». Et je vais dire « Ok, je comprends, mais c'est qui est responsable ?» Et la personne va me dire « Je sais pas, mais c'est pas moi ». Et ça, je comprends pas. Parce que quand vous connaissez pas la réponse, normalement, il faut me donner les coordonnées de la personne qui peut m'aider. Il faut pas juste raccrocher ou me dire « Non, non, c'est pas moi ». C'est parce que je suis enfant d'immigrés, j'ai pas le droit de m'exprimer sur la France? Bon, ça c'était le premier point et je suis très sûre qu'il y aura plusieurs personnes sur cette chaîne qui vont être d'accord avec moi que c'est vraiment nul le service client. Et je pense même pour les Français, c'est un peu insupportable. Je veux pas dire qu'en Allemagne, le service client est toujours nickel, c'est pas du tout le cas, même en Allemagne, j'ai vécu des choses horribles. En Allemagne, c'est plutôt que les gens sont pas très sympas, ils sont pas très gentils, ils sont pas très polis, ça c'est horrible. En France, normalement, ils sont gentils, mais ils font pas leur travail. Et parfois, je me dis, ok, je préfère peut-être une personne qui n'est pas très polie, mais qui fait au moins son travail. Et une personne qui est gentille, mais qui n'est pas honnête avec moi et qui se dit je m'en fiche. Bon, la deuxième chose, j'ai déjà fait une vidéo entière sur ce sujet qui est en allemand, c'est que je déteste les banques françaises. Franchement, je te dis la vérité, je retourne au bled. Ah, je fuis. Tu fuis dans un autre bled? Ah, je fuis dans un autre bled. Ouais. Nous les gars, si demain, il y a la guerre en France, avec peu importe quel autre pays, est-ce que vous défendez ou vous taillez au bled? Franchement, je suis pas français. T'es quoi? Je suis algérien. Mais tu vis ici ou pas? Je vis ici. D'accord. Je suis étudiant ici. Mais je suis pas français. Toutes les banques françaises. J'ai testé beaucoup de banques françaises. Il n'y a aucune banque que j'aime bien. Il n'y a aucune banque qui fonctionne pour moi. Et parfois, je suis un peu désespérée parce que je sais plus quoi faire. En fait, en Allemagne, j'ai jamais eu un besoin d'appeler mon conseiller ou je sais pas. Il n'y avait jamais de soucis avec ma carte. Sauf quand vous perdez votre carte ou un truc comme ça. Mais sinon, il n'y avait aucune communication entre moi et ma conseillère ou mon conseiller. En France, j'ai eu tellement de problèmes avec tout. Déjà, l'ouverture du compte, c'était compliqué. Après, à plusieurs reprises, ma carte était bloquée pour aucune raison. C'est parce que je vis aux États-Unis que j'ai pas le droit de m'exprimer pour la France. Après, il y a des plafonds qui sont pas très hauts en fait, et quand vous dépassez le plafond, par exemple des paiements des cartes, ils bloquent votre carte sans vous prévenir. Quel genre de guerre? Contre qui? Avec un pays. Non, voilà, contre Algérie, par exemple. Algérie? Non, je rigole. Bah, oui, je vais défendre mon bled. Bah oui, mais vas-y contre un autre pays d'Europe, par exemple. Franchement, je te dis franchement, on n'aime pas la France. Et vous vous retrouvez là sans pouvoir payer, ça m'est arrivé plusieurs fois. Quoi d'autre? Il y a aussi un plafond très bas pour retirer de l'argent, des espèces. Et bon, parfois ça peut arriver de devoir payer des choses en espèces, n'est-ce pas? Ouais, bah nous ce qu'on veut c'est que le gouvernement tienne compte de nos revendications. Parce que nous à la fin du mois, une fois qu'on a payé le crédit de la baraque, le crédit de la bagnole, le gasoil, les assurances, la mutuelle, le chauffage, la bouffe, la cantine, le téléphone, la box internet, le téléphone des enfants, les abonnements pour le foot, les soldes, les cigarettes, Abrège. le bricolage, le jardinage, les fast-food, les pizzas livrées, les jeux vidéo, les vacances, low cost. C'est bon. Non mais les croquettes pour le chien, les shebas pour le chat, le bar, le tiercé, les tickets de il ne reste rien. Et je parle même pas du shit. Et c'est juste, vous êtes vraiment très très limité. Je comprends pas parce que je paye pour un service, mais j'ai aucun service après. Ou très peu. Et
je sais pas, je comprends pas. En Allemagne, j'ai jamais eu des problèmes avec des plafonds ou avec les fonctionnements de ma carte, ça a toujours bien marché. En plus, j'ai l'impression que les gens qui travaillent à la banque, je sais pas s'ils ont vraiment une formation parce que j'ai l'impression que parfois ils connaissent pas le métier, pas très bien. Ils vous racontent des choses qui sont pas correctes. Ils sont pas très fiables non plus. Hein. Une fois, j'avais demandé juste un devis pour un contrat d'assurance d'habitation à une conseillère. Et en gros, j'avais jamais signé. Mais c'était enregistré quand j'ai vu sur mon compte en ligne qu'elle avait enregistré que moi j'avais signé ce contrat. Deuxièmement. C'est-à-dire qu'il y a que des immigrés qui sont délinquants dans ce pays ? Oui. En tout cas, des immigrés ou des enfants d'immigrés. Et là j'ai appelé, là je dis non, jamais donné mon accord, jamais signé ce contrat, vous allez tout de suite supprimer ce contrat. Et franchement, quelque chose comme ça, c'est vraiment limite, c'est vraiment limite. Et depuis ce jour-là, je vais plus demander la moindre chose à ma banque. J'évite la banque. Les fidèles sont vraiment peinés à prier dans la rue. Nous, on ne le demande pas à prier dans la rue. Mais bon, au pire qu'on nous laisse financer une mosquée, ce qu'on voudrait, c'est pratiquer notre culte à la meilleure manière qui soit. Donc sans déranger personne, ni la circulation, ni rien du tout. On bloque la rue le vendredi, 1 heure, c'est tout. Je peux plus vous dire à quel point je déteste les banques françaises, mais c'est incroyable. Je n'aime pas la France. Je le dis normal. Et pourquoi je l'aime pas? C'est parce que je suis noir, j'ai pas d'inscrit sur la France. C'est incroyable. Ah oui, une autre chose, c'est que le virement bancaire en France, c'est pas vraiment un truc commun. Hein. Vous avez encore des chèques, c'est un truc qui n'existe plus en Allemagne. Bon, je comprends que c'est un peu culturel, mais il y a quand même la possibilité de faire des virements en France. Mais c'est hyper galère parce que déjà, il faut enregistrer un bénéficiaire et après, il faut attendre 2 jours pour que ça soit validé. Et ensuite, vous pouvez faire le virement. Et en Allemagne, vous faites le virement. Il n'y a pas de bénéficiaire à enregistrer, il n'y a pas de temps d'attente. Vous allez sur votre compte, vous faites un virement direct et c'est fait. Et le troisième point, c'est un peu sérieux. C'est un peu délicat, parce que je sais que pas tout le monde est comme ça. En France, la rue ne peut pas devenir le lieu régulier d'un culte, mais les manifestations religieuses occasionnelles, tout comme les manifestations politiques, sont tolérées. La rue appartient donc à tous, c'est-à-dire aussi à personne. Mais c'est un truc qui m'arrive très souvent en France, et surtout à Paris. Et je sais pas si c'est un truc parisien, parce que les Parisiens, ils ont quand même un peu la réputation d'être un peu moins gentils, et c'est vrai. À mon avis. Bon, dites-moi si c'est un truc parisien ou que si tout le monde est comme ça, mais en France, on m'a très souvent fait des remarques sur mon accent. Pas forcément des remarques méchantes, mais si quand même. Ceux qui disent et pensent ça sont racistes. Je le dis et je l'assume. Mais en général, des remarques. Et en Allemagne, je sais pas, mais je pense qu'on apprend assez jeune que ça se fait pas, que c'est pas très gentil et que en fait le mieux c'est d'ignorer le fait que l'autre personne ait un accent en fait. Ça c'est comme ça il faut faire. Il faut pas dire tout de suite « Ah, vous avez un accent, vous venez d'où ?» Ça c'est pas poli. C'est pas très poli. Et c'est ça qui m'arrive en France. Alors à Paris, même au travail, quand je rencontre une nouvelle personne et j'ouvre la bouche, la première question ou la première chose que cette personne va dire c'est t'as un accent, tu viens d'où? Et en fait, je sais que c'est peut-être juste par curiosité, c'est juste que je trouve ça pas très poli parce que vous savez jamais depuis combien d'années cette personne vit en France. Peut-être, ça se peut que cette personne vit en France depuis 20 ans et il y a des gens, c'est juste comme ça, qui ont plus de mal à se débarrasser de leur accent que d'autres. Moi, je suis une personne j'ai un accent et je sais pas si je vais jamais perdre complètement cet accent parce que j'ai commencé à apprendre le français quand j'étais déjà un peu plus âgée, vous voyez? Quand vous apprenez une langue, quand vous avez 5 ans, c'est plus facile de ne pas avoir un accent, mais pour moi c'est compliqué. Après, et une fois par exemple j'ai eu une situation, et ça m'a vraiment blessée, j'ai rencontré une femme, c'était aussi au travail, et elle me connaissait pas avant, et on n'a même pas parlé du fait que j'étais allemande, rien du tout, on a juste parlé normalement. Et à un moment donné, elle m'a dit « Ah, demain je vais voir telle et telle pièce de théâtre. » Et j'ai dit « Ah cool, moi aussi j'ai des tickets pour voir cette pièce. » Et là elle m'a dit « Ah ouais, mais faut quand même parler bien le français pour comprendre cette pièce. » Je dis
ok, j'y vais pas alors. Et ça m'a vraiment traumatisée. Pendant plusieurs semaines, j'étais hyper triste et wow. Et ça m'est aussi déjà arrivé que les gens m'ont dit « Ah, c'est vraiment dommage que tu aies un accent comme ça. » Et je me dis « Ok, alors qu'est-ce que je fais hein? Je sais pas comment vous expliquer, mais moi, par exemple, quand je rencontre une personne avec un accent, peut-être que après 30 minutes de conversation, après que je connais déjà un peu la personne, je vais demander, juste par curiosité, j'ai remarqué que tu as un petit accent, est-ce que tu viens de tel ou tel pays ou de telle ou telle région? Mais c'est pas la première question que je vais poser à quelqu'un. Je trouve ça limite raciste même. Qu'en Allemagne. Bon, et mon dernier point, et je pense qu'il y a aussi assez de Français qui sont un peu énervés par ça, c'est l'histoire des garants et des CDI, machin, quand vous cherchez un logement. Et là, quand je filme cette vidéo, je me retrouve dans une situation un peu difficile à cause de ça, parce que moi, je suis en CDD, mon copain, il est auto-entrepreneur, on n'est pas français, on n'a pas de garant français, et à cause du coronavirus, le visa, ça marche pas non plus. Et nous vous conseillons d'aller visiter le site internet du Musée de l'Histoire de l'Immigration avec des ressources historiques très précieuses. Ainsi s'achève ce nouveau numéro. Je pense qu'à Marseille, si on avait fait ce genre de statistiques ou d'évaluations, même dans les années 30, on aurait vu aussi déjà beaucoup d'étrangers, entre guillemets, parce que Marseille a toujours été une ville ouverte, c'est un port, c'est une ville quasi, je dis pas frontalière, mais presque. Donc bon, alors, supposons, et de toute façon, ça c'est un fait. Non mais c'est un fait, je veux dire, on va pas non plus tourner autour du pot, c'est un fait. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il est bien gentil, monsieur Darmanin. On a passé l'été, hein, c'était comme me disait Couder, c'était Martine à la plage, alors Darmanin à Mayotte, Darmanin à Marseille, Darmanin à Créteil, Darmanin... Bon, alors il en fait des constats, très bien, mais alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait de ces constats? Parce que moi, j'en ai plus qu'assez, ça fait 20 ans qu'on entend parler de ces histoires-là. Enfin, en même temps, quand on en parlait il y a encore 10 ans, c'était circulé, il n'y a rien à voir. Maintenant que ces faits sont sur la table, qu'il y a une certaine réalité factuelle, quelle politique met-il en œuvre? Il ne va pas passer sa vie à nous faire des constats. On va parler tout à l'heure peut-être de Mayotte, de ce qu'il raconte à droite à gauche. Bon, oui, il y a un lien immigration-délinquance. Mais il y a une part importante, oui, de l'immigration, surtout des gens qui viennent d'arriver. Pour beaucoup, ce sont des sans-papiers. Donc, c'est des gens qui n'ont... il y a à Paris le problème des mineurs non accompagnés. Ouais. Donc, c'est des gens qui n'ont aucune ressource, aucune formation. Mais c'est la première fois qu'officiellement, tu sais, on interdit les statistiques où on peut lier la délinquance et l'immigration. Ouais. Là, il y a un état de fait qui est là, qui est à prendre en compte aujourd'hui. À partir du moment où on nomme les choses, très bien, mais on nomme les choses pour agir. On nomme pas les choses juste pour dire. Parce que quand on fait que nommer les choses, on attise un certain nombre aussi, non seulement de fantasmes, mais de... Mais non, les fantasmes, ils sont attisés parce qu'on ne nomme pas les choses. Oui, parce qu'on ne regarde pas les chiffres. Oui, oui. Donc du coup, si tu veux, on laisse à ce moment-là ce qu'on appelle l'extrême droite, le Rassemblement national, les mettre au devant de la scène. Mais je suis désolée. Non, c'est faux. C'est la peur de l'étranger. Là, c'est du concret. Ce sont des chiffres, ce sont des stats. Donc, ce que disait le Rassemblement national est un fait avéré. Il y a bien une surreprésentation des personnes d'origine étrangère dans la délinquance. Non, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Étrangère. D'origine étrangère. Non, étrangère, pardon, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Là, en Balagne, du côté de Calvi, il y a un étranger à la Corse, qui était, je suppose, probablement en vacances, qui a voulu planter à coups de couteau un jeune de la Balagne. S'en est suivi derrière une expédition en pleine nuit punitive, où ils ont roué de coups la personne, saccagé sa maison et brûlé sa voiture. C'est le genre de réaction qui vous attendent si vous venez en Corse pour vous installer ou venir en vacances. C'est le genre de réponse que vous aurez. Au revoir. Françaises, Français, il y a 7 ans, le peuple français me confiait la destinée de notre pays. Et dans ces temps difficiles, où le mal rôde. 15 ans ensemble, c'est les sionistes le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est pas nous.
C'est les sionistes, la crise financière. C'est les sionistes, financement d'Hitler. C'est les sionistes. Et frappe dans le monde. Je souhaite que la Providence veille sur la France, pour son bonheur, pour son bien et pour sa grandeur. Au revoir. Riche de sa jeunesse, forte de son histoire, de sa diversité, assoiffée de justice et d'envie d'agir. Cette France qui, croyez-moi, n'a pas fini d'étonner le monde. Vive la République et vive la France. Voilà, un baiser appuyé de Carla Bruni à Valérie Trierweiler. Et main dans la main, le chef de l'État sortant. L'encourager avant une nouvelle vie qui n'est pas toujours simple. Alors là, il y a une autre part de la tradition républicaine que vous voyez là, c'est-à-dire que c'est les personnels de l'Élysée qui, pour dire au revoir, applaudissent. C'est une tradition que vous voyez à l'Élysée, mais qu'on voit aussi à Matignon, à chaque changement de ministre, dans les ministères, dans les balais à ministériels. chaque transmission de pouvoir des fonctions ministérielles. Les personnels des ministères de Matignon et de l'Élysée sont là pour saluer celui qui s'en va. Et l'histoire de cette transition qui se résume avec ces deux images, la voiture de Nicolas Sarkozy qui quitte l'Élysée pendant que François Hollande, lui, se dirige vers la salle des fêtes. On va vivre le moment de la sortie de Nicolas Sarkozy, une main dehors qui va saluer. Changer d'avenir, changer de politique, changer de président. Le changement, c'est maintenant. Ladies and gentlemen,